On va parler de hockey. Je devais parler avec notre collaborateur Marc Fortier, mais Marc est à Phoenix, en Arizona actuellement. On va lui parler la semaine prochaine pour parler du rendement du Canadien. Mais quoi qu'il en soit, je suis bien content de parler avec une personne que j'entends au 91.9 de temps à autre, que j'entends également à Radio X à Québec. Je trouvais ses analyses très intéressantes et très différentes également. C'est Simon Boisvert, alias Snake. On lui parle pour la première fois de l'année. Salut Simon! Salut! Simon, on va parler du Canadien. Comment tu trouves le début de saison du Canadien dans l'ensemble? Moi, je dois dire une affaire, c'est quand même très, très, très intéressant parce que beaucoup d'observateurs, dont moi, pensaient que le Canadien allait être dans les bas-fonds. Puis j'étais quasiment content parce que je me dis, enfin, on va avoir la reconstruction. Mais il y a des joueurs qui ont livré la marchandise nettement au-dessus des espérances. Je parle entre autres de Max Domi. Donc, ça a fait produire un Jonathan Drouin. Ça l'a remis à la bonne chaise. Et le Canadien est surprenant dans l'ensemble. Ben, je pense que les échanges qui ont été faits cet été sont pas mal meilleurs que certains pensaient. Ouais. Il y avait eu beaucoup de grogne quand Galchenyuk est parti en retour de Max Domi parce que Max Domi avait juste fait, je crois, 9 buts l'année passée. Mais on voit que c'était plus une aberration là, due au fait que les Coyotes de l'Arizona, c'est pas mal une équipe tout croche depuis bien des années. Ouais. C'est sûr que la saison est pas finie. On est juste encore au début décembre. Mais il y a vraiment des signes encourageants qui sont montrés de ce côté-là. Puis surtout, je pense, pour le public qui assiste au match au Centre Bell et qui regarde à la télévision, le spectacle est beaucoup plus intéressant que l'année passée ou même dans les années précédentes. Ben effectivement, c'est pas quand même les Canadiens, c'est pas sûr qu'on fait les séries. Tu sais, c'est des séries avant les séries. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a tellement de parité. Il y a 16 clubs qui font les séries sur 31. Donc, faut vraiment que tu connaisses une bonne saison. Puis c'est un tournoi avant le gros tournoi, en fait, là. C'est rendu ça, là. Mais, ce que le Canadien, comme n'importe quelle équipe, doit éviter, c'est les longues séries de défaites. Ouais. Parce que avec les matchs de 3 points, si tu remarques, le classement, à un moment donné, il bouge plus. Alors, mais ce qu'il faut éviter, c'est les 6, 7 ou 8 défaites de suite qui peuvent vraiment, à un moment donné, faire en sorte que les autres équipes te rattrapent. Mais dans la mesure où tu gardes le rythme actuel, en ce moment, le Canadien ferait les séries. Ouais. Est-ce qu'ils vont les faire? Ça, c'est un autre paire de manches parce qu'après les fêtes, souvent ça change, mais il reste quand même que il est possible qu'il les fasse. Et puis bon, d'après moi, il ferait juste une ronde, mais c'est quand même pas mal plus que ce que les gens espéraient. Ben effectivement. Le côté gauche, cependant. Le côté gauche du Canadien en défense. Tu sais, quand t'es rendu que t'as Brent Kulak, t'as également David Schlemko, t'as Jordy Ben, on sait plus quoi faire également. Est-ce que tu penses que Marc Bergevin va bouger dans ce côté-là? Ben, c'est vraiment le talon de l'Achille de l'équipe. Ouais. Cependant, tu sais, des échanges, il n'y en a pas des tonnes. Je te dis pas que c'est pas faisable de faire des échanges, mais à ce moment-là, il faut que tu fasses affaire avec une équipe qui a les défenseurs gauchers comme une de ses forces, qui peut se permettre d'en échanger un, et toi, tu dois avoir quelque chose en retour qui va combler un besoin dans cette équipe-là. Alors, c'est pas toujours facile de trouver un match. Souvent, à la date limite des échanges, c'est là où il y a des équipes qui liquident et puis on peut trouver des joueurs de location. Mais la date limite des échanges, c'est fin février, début mars, et puis il reste juste 20 matchs. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec les matchs d'ici là, les 25-30 matchs qui ont lieu d'ici là? Mais, tu sais, le Canadien tient bon. La partie contre Minnesota, c'est sûr qu'ils se sont fait défoncer. Bon. Mais c'est quand même rare que c'est arrivé cette année, malgré le fait que, oui, du côté gauche, c'est assez poreux, mais bon, à un moment donné, c'est pour ça que moi, l'idée que j'avais, puis c'était un peu pour le futur, moi, mon idée, c'était que le Canadien repêche Quinn Hughes l'année passée, qui est un défenseur gaucher offensif et qui aurait pu régler ce problème-là. Mais là, il n'y aurait pas eu Kotkaniemi, alors là, il y en a qui diraient, oui, mais on a encore un problème au centre. Oui, effectivement. Mais je regarde ça dans les réseaux des filiales actuellement. Le Canadien, écoute, ils ont de bons défenseurs. Je pense entre autres à Josh Brooks, qui va très très bien, qui va même participer probablement au tournoi du championnat junior. Il a même commencé un bon camp d'entraînement. T'as également Yolson qui est très jeune. T'as également Kaelin Fleury. T'as Romanov. Le seul qui est possiblement, puis je pense pas que ce soit un top 2, c'est Romanov. À part de ça, il n'y a pas grand-chose dans le réseau des filiales là, du côté gauche. Là. Oui, écoute, c'est un fait. Mais à un moment donné, quand tu as plusieurs bons défenseurs, échanger un droitier contre un gaucher, à un moment donné, ça se fait. Oui. Bon.
Alors, moi, je suis également favorable à faire jouer un gars, pas nécessairement de son côté, mais ça, je sais que les coachs aiment de moins en moins faire ça. Tu vois pas ça souvent là dans la Ligue nationale. Il y en a qui le font, mais c'est très, très rare. Je sais que Toronto le fait dans un cas, parce qu'il y a une déficience d'un bord et puis donc ils comptent de l'autre. Mais, par contre, les défenseurs que tu as nommés, tu sais, ça pointe vers le haut, mais leur apogée est loin d'être atteint. Tu prends un gars comme Josh Brook. Tu sais, Josh Brook, là, ça veut pas dire qu'il va arriver l'année prochaine à Montréal puis qu'il va faire la pluie puis le beau temps. Cale Fleury, moi, je l'ai bien aimé à Laval. Je pense que lui, il est pas loin d'être prêt. Mais encore là, c'est pas nécessairement des top 2, mais au moins, c'est mieux que certains joueurs qu'ils ont en ce moment. Là. Il y a eu une drôle de parade de défenseurs depuis 2 ans. Là, c'est pas drôle. Là. Est-ce que comme Victor Mété, est-ce qu'on est en train de le mêler un peu? Tu sais, Victor Mété, c'est quand même pas Bobby Orr, puis ce sera pas... On est loin... Parce que moi, je me rappelle, on l'a comparé beaucoup à Samuel Girard, là. Sauf que je pense qu'il est loin... On le voit, là, il est loin de Samuel, là. Je pense que... tu sais, il y a pas un lancé, il y a une bonne vision au point, là. Oui, et puis, bon, écoute, l'année passée, il y en a qui pourraient dire pourquoi ils l'ont gardé à 19 ans, pourquoi ils l'ont pas retourné au junior. Mais des fois, ça aide, hein. Samuel Girard, il est resté à 19 ans, et puis ça l'a aidé. La seule chose, c'est que là, cette année, avec Mété... Peut-être que ce qui aurait été bon, puis ça, c'est facile à dire 2 mois après, mais peut-être qu'il aurait été mieux carrément de l'envoyer à Laval dès le départ. Okay. Moi, je suis pour une certaine stabilité. J'aime bien ça quand on pousse les prospects, parce qu'il faut toujours que... moi, l'idée de laisser un gars mûrir pendant des 3-4 ans dans la Ligue américaine, j'ai jamais été d'accord avec ça, mais il faut pas non plus jouer au yo-yo avec. Alors, tu prends une décision, d'après moi, au mois de septembre, et tu restes... tu sticks avec la décision. Tu la maintiens, et puis tu dis, bon, là, mettons, Victor Mété, on a vu des failles dans son jeu, etc. Cette année, on le fait jouer à Laval, et point à la ligne. Alors là, il y a toujours l'effet yo-yo, moi, que j'aime pas. Est-ce qu'on va le rappeler dans 2 semaines? On le retourne, on le rappelle, et c'est là qu'à un moment donné, tu viens qu'à mêler des joueurs, puis des fois, à l'âge de 21-22 ans, après quelques années, ça devient irréversible. OK, c'est ça, puis... Mais moi, j'ai confiance en Joël Bouchard, c'est drôle, hein? Je parlais avec la semaine passée avec Gilles Bouchard, qui est l'entraîneur des Crunch de Syracuse, qui est un gars de par ici, Slake, puis Gilles, il me disait que la job d'un entraîneur dans la Ligue américaine, c'est beaucoup psychologique. Parce que quand ils descendent en bas, ils sont très, très déçus. Fait que c'est là l'importance d'avoir une communication solide. Puis c'est ça que Gilles Bouchard parlait. Puis je pense que Joël, c'est drôle, j'ai confiance en lui. Autant que j'avais pas confiance en Sylvain Lefebvre, c'est sûr que là, il vire rien à Laval. Puis c'est normal. Je pense que les bons prospects du Canadien qui sont intéressants vont probablement venir après, à compter de l'an prochain à Laval. Mais moi, j'ai confiance, Joël. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Joël Bouchard à Boisbriand, avec des alignements qui, sur papier, semblaient plutôt moyens. Il finissait toujours par avoir des excellentes saisons au-delà des attentes. C'est quand on faisait les prédictions au début de l'année pour Boisbriand, on se disait pas pire petite équipe. Puis finalement, Boisbriand se rendait loin. Alors c'est sûr que ça, c'est une belle corde à son arc. Par contre, on n'en est pas dans le vestiaire non plus. Tu sais, je sais que Sylvain Lefebvre, il a été énormément critiqué. Mais... Donc moi, j'étais le premier. Oui, pour moi, c'est pas de sa faute si Jared Tenorti puis Michael McCarron, ça va pas patiner. Non, c'est sûr. C'est sûr. À un moment donné, il y a eu des trous dans le repêchage du Canadien, et par les erreurs de Trevor Timmins, et par le fait que beaucoup de choix de 2e ronde ont été échangés. À un moment donné, je pense qu'il y a eu 3 ou 4 années de suite que c'est arrivé. Et puis là, tu te retrouves que là, il n'y avait rien qui s'en allait à Laval. Fait que c'était difficile pour le faire de faire grand-chose. Et on le voit encore cette année, Laval ne casse rien, parce qu'on a encore les restants de ces mauvais repêchages-là. Et, comme tu dis, à partir de l'année prochaine, oui, là, il y a un meilleur pipeline qui va arriver, et c'est là qu'on va vraiment voir de quel bois se chauffe Bouchard. C'est pas nécessairement l'idée de gagner la Coupe Calder, mais c'est l'idée au moins de que les joueurs progressent. Il faut que tes meilleurs prospects progressent, et les joueurs que le reste, finalement, c'est quasiment des figurants, dans une équipe, faut être honnête, là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la Ligue américaine qui vont faire la Ligue nationale, mais il faut que tes figurants soient là pour appuyer tes joueurs principaux. Et puis, c'est pour ça que c'est très, très tricky être entraîneur dans la Ligue américaine. Moi, je pense que c'est plus tricky que dans le junior ou dans la Ligue nationale. Gilles a eu de la misère. Gilles a eu beaucoup de misère. Puis Gilles, évidemment, il y avait deux, trois choses à parler. C'est un gars qui vient du junior, puis c'est un gars qui était entraîneur-chef à Rouyn-Noranda, puis là, maintenant, il est entraîneur adjoint, puis c'est différent. Faut que tu t'adaptes de façon différente.
tu parles aussi mais de Sylvain Lefebvre. Écoute, à un moment donné, dans le cas de Sylvain Lefebvre, ça faisait 6 ans que tu fais pas les séries, là. Tu as fait une fois les séries en 6 ans. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes un peu de philosophie. Faut que ça change un peu, là. Ça, je te comprends. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu passes la cage. Cependant, tu sais, j'ai regardé les alignements, moi, des Ice Caps de St. John's, et puis avant ça, les Bulldogs de Hamilton, et maintenant le Rocket de Laval. Puis à chaque mois de septembre, je regardais l'alignement, puis je me disais, oh là là. Tu sais, c'est pour ça que Lefebvre avait peut-être ses torts, mais on l'a vraiment, mais vraiment pas aidé du côté, là, approvisionnement de joueurs. OK. Hey, Slade, en terminant, tu vois quand même, je regarde le classement, le Canadien, c'est sûr que c'est loin d'être gagné, c'est plus intéressant qu'il faut, mais il y a des équipes, je regarde le classement, qui risquent de remonter. Pittsburgh, ça va remonter, d'après moi, là. Et il y a d'autres équipes également qui pourraient chauffer le Canadien, là. Donc, c'est loin d'être gagné. Puis dans l'Ouest, tu penses-tu que vraiment que Chicago, moi je regarde Chicago puis je me dis peut-être qu'un Duncan Keith pourrait être intéressant parce qu'eux vont être vendeurs à la date limite des échanges. Ça continue de même, là. Oui, mais à un moment donné, c'est quoi le plan du Canadien? Ouais. Tu sais, Duncan Keith, c'est un autre joueur de 35 ans à qui il reste quelques années de contrat. Fait que là, t'as Price, t'as Weber, t'as Duncan Keith. Alors, le Canadien s'en va où? Tu sais, on pourrait faire un show complet là-dessus. Mais juste pour te dire, à un moment donné, il y a 31 équipes dans la Ligue. Il y a une coupe. Il faut que ça prend un concours de circonstances absolument incroyable pour gagner la Coupe Stanley. Mais pour avoir ce concours de circonstances-là, il faut que tu aies un plan, puis il faut que le plan il arrive à la perfection. Puis comme je te dis, il y a juste une équipe qui gagne. Mais si le Canadien commence à se dire... Moi, la seule affaire qui me chicote dans le cas du Canadien, oui, ils ont des bons jeunes joueurs, mais ça revient un petit peu à ce que tu disais au début. Ils n'auront probablement pas de choix top 3 ou top 5 encore cette année. Et là, ils ont l'air à dire Price et Weber, ils font partie du fameux reset de Marc Bergevin. Mais Price et Weber, si les Canadiens avaient été vraiment sérieux pour faire une vraie reconstruction qui éventuellement aurait pu mener vraiment à une équipe puissante, on aurait échangé Price et Weber. On n'aurait pas resté Price pour 8 ans. Mais je vais te poser la question, Slade. Moi, je l'ai dit, Marc Bergevin, jamais que tant et aussi que Marc Bergevin va être à Montréal, chez Weber va rester à Montréal, parce que ça serait comme admettre qu'il s'est trompé. S'il échange Weber. Ben, c'est sûr. Là, à ce moment-là, il s'agit de savoir est-ce que c'est une question d'orgueil ou est-ce que c'est une question de bâtir à long terme. Tu sais, Marc Bergevin, il est chanceux, il a un contrat jusqu'en 2022. Alors, tu sais, il y avait une sécurité d'emploi qui lui aurait permis, puis ça va voir Jeff Molson de son bord, il y avait une sécurité d'emploi qui lui aurait permis de faire quelque chose, et l'été passé, les gens étaient prêts à ça. Alors, moi, je trouve que Bergevin a eu un bon été, mais j'ai l'impression, moi, que il est pas allé all-in, il est pas allé au bout de son affaire. Non, c'est sûr. Puis là, ça risque de changer avec les rendements de Max Domi, avec le rendement, tu crées des attentes, ça va être toute qu'une histoire. Hey, Alex Galchenyuk pourrait être laissé de côté. En terminant, moi j'en étais un de ceux qui critiquaient cet échange-là. Moi j'étais sûr que Galchenyuk allait être débloqué dans une nouvelle formation. Je trouvais qu'à Montréal, on l'a mêlé. Dans le cas de Galchenyuk, ça va vraiment pas bien en Arizona. Le fait de ne pas jouer dans un marché de hockey, est-ce que ça peut finalement mêler quelqu'un? Ou encore faire en sorte que le joueur prenne se la coule douce? Parce que regarde, un gars comme Galchenyuk, le talent est là. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui carburent dans des plus petits marchés. Il y a des joueurs qui carburent dans des gros marchés comme Toronto, Montréal. Ça dépend du joueur, je crois. Pour ce qui est du talent de Galchenyuk, oui, Galchenyuk il a du talent comme tel, au point de vue des habiletés, des mains, des choses comme ça. Mais est-ce que vraiment c'est ce qu'on appelle un joueur de hockey? Ça fait un peu simple à dire, là. Mais est-ce que c'est plus un gars de flash? Ou est-ce que c'est un gars que tu installes dans une équipe et tu te dis, bon, ça, c'est un de mes 3-4 pivots. Je suis pas trop sûr de ça. Oui, peut-être qu'à Montréal, le développement n'a pas été fameux, mais justement, là, c'est sa 7e saison. Alors, s'il est mêlé, il est mêlé pour de bon. Puis, moi, ça m'étonnerait qu'il y ait eu une grosse explosion. Mais de temps en temps, il va faire partie des fesses-raillants en fin de soirée. Parce que il y a des mains, mais moi, quand j'ai vu cet échange-là, le soir même, là,
je trouvais que c'était merveilleux parce que Max Domi, lui, je trouvais qu'il était étouffé en Arizona, justement par la médiocrité de l'équipe. Oui, effectivement. Snake, un gros merci, c'est fort agréable. Joyeuse fête, puis un autre tantôt, on va te rappeler. À toi aussi, ça m'a fait plaisir. Voilà, Simon Boisvert, alias Snake.